Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle d'une enseigne bien connue, Cogent, qui souffle ses 20 bougies. On va revenir sur l'histoire de cette entreprise, peut-être plus vertueuse que les autres. On en parlera avec son président, le président de l'enseigne. Smart Philo, aujourd'hui avec Brigitte Ayache, quand la philosophie vous aide à réorienter votre carrière professionnelle. Bah oui, la philosophie, ça peut servir à ça. On en parlera avec elle dans quelques instants. Puis le cercle RH, un débat autour de la situation des détenus et notamment de ces détenus qui travaillent. Les places sont chères. On reviendra évidemment sur ce statut. D'ailleurs, ils n'en ont pas réellement de statut. C'est un peu la zone grise du droit du travail. On fera le point avec nos experts, des spécialistes de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le recrutement dans le secteur de l'industrie, un secteur où la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir. Là aussi, ça sera pour terminer notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et bien dans son repas du midi, de cette fameuse pause méridienne. Vous savez, c'est l'expression qu'on utilise très souvent quand on utilise un mot pompeux pour dire « je vais déjeuner ». Stéphane Gittiot, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Cogent, 650 salariés, 300, 200 à Londres ? 80. 80 à Londres, j'étais un peu gourmand. Cogent souffle ses 20 bougies. Alors, vous n'êtes pas arrivé à la première année de l'enseigne, mais vous emportez ses valeurs, son image. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise, cette belle enseigne, alors on dit que c'est de la restauration, d'ailleurs on l'appelle comment votre enseigne? C'est de la restauration, c'est du petit-déj, c'est quoi? C'est avant tout une maison. C'est une maison parce qu'il y a des termes. Alors merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est une maison parce qu'on parle souvent de famille, de maison. On s'y sent hébergé et c'est comme ça qu'on considère l'ensemble des équipes. Et je pense que tout ce qui est valeurs fondatrices qui ont animé Alain Cogent au niveau de cette idée pionnière, mieux manger le midi, sainement, rapidement, avec un sourire, et où les gens se sentent bien pour y travailler. Voilà en fait la coque, et si on a la chance de gagner de l'argent, on en redistribue un petit peu pour faire le bien autour. C'est vrai une entreprise qui a de vraies valeurs, desquelles ont découlé pas mal d'engagements. Ça n'a rien à voir avec les fast-food. Enfin, pour ceux qui nous regarderaient de province et qui n'ont pas de Cogent, qui n'ont jamais eu l'occasion de pousser la porte, il y a un petit côté cocon, il y a un petit côté de très bonne qualité. On a envie de manger tous les produits sucrés aussi. C'est quoi? C'est se faire plaisir, c'est manger sain, c'est se faire plaisir dans un espace où on a un peu de calme, parce que c'est des espaces souvent très calmes chez Cogent. Alors, quand on est à table, oui, c'est vrai, c'est un espace calme. Quand on fait du grab and go, comme on dit en anglicisme, hein, on pique, on paye, on s'en va. Et on s'en va, c'est vrai. Dans des vitrines, on prend nos produits. Exactement. Il y a toujours un accueil de restaurant. On n'est pas face à un ordinateur ou le tout digital qui est très à la mode en ce moment. Non pas qu'on n'y aille pas, bien sûr, on est digitalisé. Et comme tout le monde, comme toutes les maisons, on peut passer sa commande sur son ordinateur, sur son téléphone pour se faire livrer. Mais l'expérience restaurant est vraiment quelque chose à vivre chez Cogent, d'une part parce que le style est différent. On a une image clean de Cogent, et d'ailleurs pendant le Covid, c'est ce qui nous a aussi porté, oui, c'est vrai. Parce que le redémarrage a été plus rapide pour nous, principalement grâce à ça. On a confiance, enfin, il y a l'idée de cette confiance avec le produit qu'on a dans son assiette ou dans sa petite... Il y a une espèce de vérité, en fait, qui est transmise aussi par les équipes. Que ce soit l'équipier, le formateur, le directeur ou le directeur général des opérations, chacun accueille avec le même sourire, la même envie et le même niveau. En fait. On va parler de la vertu, des vertus de cette entreprise, parce qu'elle fait plein de choses. Elle est bicorp, on va en reparler. Elle est, alors c'est un terme un peu barbare, le tri 5 flux, on va en parler. Tout ça est un peu technique, mais c'est très concret. Oui. Vous, Stéphane, le président de Cogent, c'est quoi le métier d'un président d'une enseigne? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la journée type d'un président d'une enseigne qui fête ses 20 ans? C'est une journée qui n'est jamais la même, ça c'est certain. Et puis comme vous savez, tout dépend de la typologie de l'homme. Il y a des présidents qui sont opérationnels, il y a des présidents qui sont plus financiers. Vous êtes dans l'opérationnel, vous venez de la restauration, vous? Oui, je viens de la restauration. Vous aimez le produit? Tout à fait. Ce qui ne m'empêche pas de comprendre les chiffres, heureusement. Mais oui, j'ai une tendance opérationnelle, bien évidemment. Il faut laisser la place à chacun d'agir à
à son gré, à son poste. Et la journée type, c'est le matin, bien évidemment, on regarde les chiffres de la veille, comme tout bon chef d'entreprise. Normal. On regarde les problématiques opérationnelles qui vont avoir lieu. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle au laboratoire, dans les restaurants, au siège aussi. Cuisine centralisée, il faut le préciser, c'était pas le cas tout le temps. Mais là, je crois que vous avez... Une cuisine centralisée qui est apparue après quelques années, dès qu'il y a eu un peu plus de 10 restaurants. On en a une deuxième maintenant, qui est à Saint-Ouen, pour arroser une autre zone de restaurant. On produit le matin et on livre le matin. Et puis certaines choses sont découpées l'après-midi et bien sûr, ça va à la production du lendemain. Nous avons à date 2 cuisines centrales à Paris et une cuisine centrale à Londres, où on a un peu moins de restaurants puisqu'il y en a 6. Voilà. Un petit mot, parce que je ne veux pas qu'on oublie le tri 5 flux d'abord, parce que c'est un mot barbare, mais que vous allez le rendre très concret. Commençons par le tri 5 flux. Vous êtes Bicorp, c'est quand même un label très exigeant. Cogent a le label Bicorp. Et ce tri 5 flux, c'est une exigence par rapport aux déchets, parce qu'il y a un vrai débat sur le recyclage, et on parlera aussi des dons que vous faites, parce que Cogent aussi est très engagé dans cette direction. Mais le tri 5 flux, c'est quoi exactement? C'est contraignant pour les salariés, un tri 5 flux? Il y a eu une loi qui devait être appliquée il y a bien des années, que personne n'appliquait, et nous non plus, parce que les termes n'étaient peut-être pas aussi bien définis. En fait, à date, nous sommes la seule maison de restauration rapide à avoir 100% de nos restaurants qui trient ces déchets sur 5 catégories, les 5 flux. Donc ça concerne le papier et le plastique, ça concerne les déchets alimentaires, ça concerne le verre, ça concerne le bois. Et donc derrière les poubelles qu'on trouve dans nos restaurants, il y a une entreprise qui passe, qui s'appelle Greenwishy, je leur fais de la pub gratuite, et qui retrie dans sa centrale de tri pour envoyer ensuite le plastique à un endroit, le carton à un autre endroit, les déchets alimentaires qui d'ailleurs font un terreau utilisé sur le fameux compost. Paris, exactement. Et donc, le tri 5 flux est une de nos valeurs, c'est pas la seule. Il faut savoir que ce tri a un coût et que ce coût est énorme. Ça coûte cher de trier. C'est une vraie vertu que de s'engager à 100% de nos restaurants sur ce tri. Après, il y a effectivement d'autres valeurs, mais être Bicorp, d'ailleurs, je souligne que Cogent a été la première maison à être certifiée Bicorp en face de sa catégorie en Europe. Et c'est très exigeant. Hein. Très exigeant, et on a notre nouvelle cotation, si je puis dire, qui est en cours, où on sait qu'on dépassera les 80%, puisque à moins de 80%, on ne peut pas se faire certifier. On n'est pas certifié. Voilà, beaucoup plus exigeant maintenant, et on est en très bonne voie pour continuer à être Bicorp. Il y a des sujets, là, vous l'avez vu, sur l'emballage plastique. C'est un vrai sujet qui traverse même Cogent. Je veux dire qu'il y a cette espèce d'image premium, de qualité, tant gustative que de qualité environnementale. C'est une réflexion que vous menez forcément. Vous dites, on a toujours été en avance chez Cogent. Il faut que vous le soyez sur le plastique aussi, j'imagine. C'est pas si simple. Sur le pack en général. En fait, 85% à date de nos packs sont éco-conçus. 96 avec ceux qui vont sortir dans un mois, donc quasiment la totalité. Et quand on arrive chez nous, il y a 2 réactions. Ah, franchement, ils sont bien parce que les gens se sont renseignés, ou sont pointus sur le sujet du plastique, ou bien l'autre réaction, il y a quand même beaucoup de plastique chez Cogent, comment ça se fait qu'une marque aussi engagée a du plastique? Mais il y a différents plastiques. Il y a le plastique que l'on prend, qu'on fabrique, que l'on prend, que l'on jette, puis il y a le plastique en fait qui vient des bouteilles qu'on a recyclées, par exemple les bouteilles ou les pots, et que vous réutilisez dans un cycle vertueux. On réutilise dans un cycle vertueux. Alors avant, le plastique était envoyé en Chine, grosse empreinte carbone, pour être recyclé à 100%. Ou en Afrique. Et pour le cas qui nous concernait en tout cas, et maintenant c'est à Bayonne. Donc c'est parfait, il y a une usine de recyclage à Bayonne où nos plastiques vont, et les plastiques des autres vont, et on fabrique nos pots à salade, nos pots à dessert, en plastique 100% recyclé. Et ce qui n'est pas en plastique, mais en papier transparent, en fibre de cellulose, pour tout expliquer, les emballages des sandwichs, eux aussi ne sont pas en plastique créé. Non, absolument. Voilà. Et c'est biodégradable, ça se dégrade? Alors, c'est interdit maintenant de dire que c'est biodégradable à partir du 1er janvier 2022, donc on ne va pas l'utiliser. La loi évolue très vite, il y a un trend. Alors, je retire ce mot. C'est bon, je retire le mot. Le trend actuel, et c'est là où Cogent a été pionnier, pas seulement sur le choix des matières premières et les provenances, mais sur cette vision
du futur et cette démarche RSE. Justement, le mot n'existait pas, on l'appliquait déjà. Vous étiez très en avance sur cette question. La marque employeur, les salariés qui poussent votre enseigne, alors vous recevez beaucoup de CV, il y a beaucoup d'étudiants, mais c'est du CDI. Il faut quand même préciser que les salariés chez vous, c'est 16, 18% de CDI, 100% de CDI. La marque employeur, ça compte. Aujourd'hui, les jeunes cherchent du sens, ils veulent une entreprise engagée. Ça vous aide, ça, pour recruter ? Bien sûr, si on prend les derniers sujets, alors c'est vrai qu'on a moins de soucis de recrutement que peut-être d'autres marques, parce qu'on est dans le trend depuis très longtemps, sans avoir cherché à être dans le trend, simplement par conviction. Et donc vous ne peinez pas à recruter, parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre en ce moment. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Pour l'instant, on doit être à la recherche de 10 personnes sur la totalité. Donc, vous voyez, ça fait partie du turnover, c'est tout à fait normal. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous allez faire avec vos collaborateurs ? Parce qu'il y a quand même l'idée de la diversité aussi chez Cogent. Il suffit de pousser la porte pour voir que c'est une entreprise qui ouvre beaucoup, laisse de la place à l'inclusion, à la diversité. Ça, c'est très important. Il y a une fête, il y a un gros gâteau, il y a un énorme sandwich Cogent. Qu'est-ce qu'on fait avec les salariés quand on fête ses 20 ans ? Alors, pour les 20 ans, la fête n'est pas encore définie, elle se déroulera l'année prochaine. On aura 20 ans toute l'année prochaine. En fait, nous n'aurons 20 ans que le 15 novembre qui arrive. Vous avez pris de l'avance. Mais on fait la fête toutes les semaines chez Cogent. Donc c'est sur la fête, c'est un pot, on organise. C'est un pot le soir, on ne vend pas d'alcool. C'est vrai. On vend des jus, on a des smoothies 100%. Mais il n'y a pas d'alcool. Mais il n'y a pas d'alcool. Par contre, les jeunes boivent un petit peu. Et donc, on achète le champagne par palette pour les salariés. Le champagne par palette qui est redistribué ensuite sur le site. Exactement, et donc chaque semaine, il y a une fête dans chacune des maisons. Eh bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous, à toutes vos équipes, à vos 730 collaborateurs, puisque je pense à ceux qui sont à Londres. Vous allez souffler les 20 bougies de cette belle enseigne. Ce sera le 15 novembre, en tout cas officiellement. 15 novembre, c'était en quelle année d'ailleurs, donc 20 ans 2001. 15 novembre 2001, ouvrez la première boutique à la Madeleine, près de la Madeleine. Boutique qui existe toujours, absolument. Merci Stéphane Gittiot, vous êtes le président de Cogent qui souffle ses 20 bougies. Sans transition, là c'est une formule de présentateur télé, sans transition, Smart Philo. On s'intéresse à la philosophie. Oui, la philosophie c'est passionnant, mais ça peut aussi vous aider dans votre carrière professionnelle. Bah oui, c'est possible, on en parle. Smart Philo. Chaque semaine, un philosophe vient nous éclairer à travers ses passions de philosophe. Et j'accueille aujourd'hui Brigitte Ayache. Bonjour Brigitte. Bonjour. Je suis très très heureux de vous accueillir. Je crois que dans notre rubrique, vous êtes la première philosophe femme à venir nous rejoindre. Donc c'est un vrai plaisir. Exactement. Vous inaugurez en tout cas cette rubrique. Philosophe praticienne. D'abord un tout petit mot avant de développer ce que vous avez envie de nous dire. Mais c'est très lié. Je connais les philosophes. Mais la philosophe praticienne, on a l'impression que vous êtes médecin aussi. Alors, non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. Voilà. D'accord. Il faut bien faire la nuance. Éliminons tout ce que vous n'êtes pas. Voilà. Je travaille beaucoup du point de vue individuel, je ne parle pas dans l'entreprise, avec des psys, ça se complète. Mais on n'est pas psy, ça ne remplacera pas une psychothérapie. C'est une consultation philosophique qui permet de mettre du sens dans ses choix de vie, dans ses orientations professionnelles. Mais après tout, quand on veut réorienter sa carrière professionnelle, c'est qu'on a aussi envie de changement. C'est venir réfléchir sur soi-même et faire un travail aussi de connaissance de soi. Mais à partir du moment où il y a des blocages qui sont plus profonds, pour travailler sur des mécanismes plus en profondeur, là c'est le psy. Plus ancré, on va dire. Plus ancré. Effectivement, là, ça bascule vers le psychothérapeute, le psychanalyste aussi, ou le psychothérapeute ? Le psychothérapeute, le psychanalyste, etc. Nous, on est dans la consultation philosophique. La consultation philosophique, elle peut être éprouvante, parce qu'on se remet en question. Il y a un travail de connaissance de soi. Donc vous poussez celui qui est en face de vous. C'est ça. On est d'accord. On utilise exactement, on n'a rien inventé, on utilise la maïotique de Socrate. Oui. L'art de faire accoucher les âmes. Voilà. Ça aide, je pense que ça peut permettre aux gens de réinvestir de sens les situations de leur vie. Donc vous nous dites, d'abord vous avez commencé par éliminer tout ce que vous n'étiez pas, et la philosophie est aussi une porte qui permet de déverrouiller un certain nombre de choses. Alors là, exactement, la philosophie est une porte qui permet de déverrouiller, comme vous dites, un certain nombre de choses. Il serait faux de penser qu'elle n'est que académique.
hein, c'est-à-dire... Oui, d'où le mot praticienne. Voilà, dans les enceintes de l'université, c'est pas vrai. La philosophie, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas C'est vrai. réservée qu'à une petite élite bien pensante. Ça serait aussi une erreur. Et moi, ce qui me paraît aussi important, mais l'un va avec l'autre, pour réorienter sa carrière, c'est de l'introduire davantage au sein de l'entreprise. Introduire la maïeutique, apprendre aux gens à poser les bonnes questions, c'est extrêmement utile dans l'entreprise. Ça permet déjà de régler ou de voir plus clair sur des problématiques complexes. Je peux m'autoriser, Brigitte Ayache, j'en prie. j'imagine que c'est quoi la première question lorsque, j'imagine que ça ne se fait pas d'abord en open space, ça se fait dans un moment un peu d'intimité et d'échange, il faut être un peu dans le calme pour faire tout ça. C'est quoi votre première question? Comment on commence à mettre la clé? Vous parlez de la maïeutique de Socrate, ça fonctionne par des questions. Qu'est-ce que vous demandez d'abord à votre patient, client, comment vous l'appelez d'ailleurs? Le client. Le client. Comment ça se passe? C'est quoi la question que vous lui posez? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de cette consultation? Et il vous a rencontré comment? Parce que l'entreprise est quand même assez éloignée, même si on voit que... Alors, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a mes interventions dans l'entreprise, et puis il y a la consultation philosophique à mon cabinet. La plupart du temps, à mon cabinet, c'est les psys qui m'envoient. D'accord. Voilà. Pour faire un Le bouche à complément... oreille. Pour faire un complément. Parce que si vous voulez, dans une thérapie, souvent les gens reviennent sur... leur vie perso. Leur vie personnelle, sur aussi une orientation professionnelle, surtout en ce moment. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, ils sont dirigés. Et moi, pareil, si vous voulez, j'oriente aussi beaucoup, parce que souvent, des problématiques familiales viennent se déplacer dans la sphère professionnelle. Et là, je vois très bien qu'il y a un travail plus autre à faire qui relève davantage de la psychothérapie. Puisqu'on est dans cette rubrique Smart Philo et justement de plein pied dans l'entreprise, dans la relation qu'on a à l'entreprise, quels sont les philosophes que vous utilisez, je dirais les outils philosophiques que vous utilisez pour accompagner vos clients? Alors, ça dépend. Dans l'entreprise, moi, je pense que celle qui est aujourd'hui incontournable, parce que pour moi, c'est un penseur du futur, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, je pense qu'elle est vraiment incontournable. Quand vous relisez, par exemple, La condition de l'homme moderne, où elle s'est vraiment interrogée sur qu'est-ce qu'on a fait à la condition humaine avec les nouvelles technologies. Ça doit les secouer, vos clients, quand vous leur envoyez Hannah Arendt. C'est une vision comme ça assez radicale, assez sombre, finalement, de notre société. Oui, mais le but, c'est aussi de les secouer. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc, le but, c'est de leur créer un choc. C'est pas de leur dire que tout est beau. Que tout est beau, parce que c'est pas vrai. Voilà, le but, c'est qu'ils sortent grandis de ces séances, qu'ils opèrent vraiment un véritable changement, qu'ils abandonnent aussi certaines certitudes. On aurait aussi tendance à utiliser Nietzsche dans la déconstruction. Tout ça est sombre, c'est les philosophes quand même oui. qui sont les philosophes de l'optimisme, quoi. Oui, bon après je sais que Épicure est à la mode, il est très utilisé dans la consultation philosophique, mais pourquoi pas, et dans l'entreprise. Voilà, ça dépend aussi de qui on a affaire en Bien face. sûr. On adapte, je pense, à chaque client. Mais quand on va au bout de votre histoire, de cet échange qu'on a, est-ce que vous avez des clients qui s'effondrent parce que tout d'un coup, leur monde intérieur s'effondre, que cette philosophie vient finalement heurter et détruire en quelque sorte leur certitude? Est-ce que ça arrive? Oui, ça peut arriver, mais on est aussi là pour être avec eux, pour les accompagner dans ce travail. On est aussi là pour leur montrer aussi les bénéfices d'abandonner leur certitude. On n'est pas dans le jugement, certainement pas. On est surtout dans l'analyse. Et ils peuvent tout dire au sein de cette consultation philosophique. C'est un espace à la fois de dialogue, de parole et d'écoute
aussi beaucoup. Je pense que l'écoute... Et de libération, de fait, puisque c'est l'objet final. Et ensuite, vous les suivez, vous les accompagnez? Je les accompagne souvent dans leur reconversion professionnelle, de manière même concrète. Et puis après, ils prennent leur envol. Quand ils n'ont plus besoin de moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils quittent le nid philosophique. Voilà, et puis de temps en temps, ils donnent des nouvelles, ce qui est toujours très agréable d'avoir comme ça un retour. Avant de nous quitter, on a évoqué Nietzsche, Hannah Arendt, on a survolé Épicure. Vous ne vous voyez pas professeur de philosophie au lycée ou en université? Parce que ça dit des choses quand même, ce que vous faites. J'ai été professeur. Mais vous ne l'êtes plus. Je ne le suis plus. J'ai été professeur de philosophie en terminale. J'ai été professeur de philosophie en prépa, en particulier HEC, enfin grande école. C'est très bien. Mais moi, j'aime me renouveler. Donc, au bout d'un moment, l'enseignement... vous tourniez en rond. Voilà, j'avais fait le tour et j'ai décidé de faire autre chose. Et peut-être que en me disant aussi que je serais peut-être plus utile de faire de la philosophie autrement. Vous avez trouvé un sens différent, enfin une utilité différente à votre philosophie. C'est un vrai plaisir, Brigitte Ayache, d'être venue sur le plateau. Philosophe praticienne, c'est important de rajouter le mot praticienne. Et on a entendu à travers votre travail, effectivement, qu'il y avait une forme d'accompagnement et de maïentique, pour réutiliser ce mot philosophique. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le débat, le cercle RH que vous connaissez, le débat de Bismarck. On va s'intéresser aux détenus, mais pas n'importe quel détenu, ceux qui travaillent. Alors, est-ce qu'ils ont un statut de salarié? Dans quelles conditions travaillent-ils? Est-ce qu'ils ont un bulletin de paie? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils bénéficient de la retraite? Est-ce que nous sommes dans une zone grise du droit du travail concernant ces individus, des femmes et des hommes? On en parle avec nos invités. C'est juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle aujourd'hui de salariés, mais pas n'importe quel salarié. D'ailleurs, il y a un vrai débat sur l'intitulé du mot salarié. On va parler des détenus qui sont salariés, qui travaillent dans des ateliers. On va parler de ce cas particulier du salariat parce que c'est un peu la zone grise du droit français, c'est-à-dire qu'ils travaillent, mais alors la loi a évolué, mais pendant très longtemps, ils n'avaient accès à pas grand-chose, ni au chômage, ni à la retraite, mais produisaient un travail souvent assez mal rémunéré. Alors c'est la clé de la réinsertion. C'est ce qu'on nous dit, mais en même temps, ces ateliers diminuent et le nombre de places offertes aux détenus pour travailler, c'est réduite. C'est un paradoxe, même si le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a évoqué, et notamment à travers une loi de mai dernier, l'hypothèse de pouvoir accélérer et offrir plus de droits à ces détenus. On fait le point. Alors vous allez nous dire, vous qui suivez l'émission, mais on a déjà parlé, mais nous on aime suivre les dossiers, de voir comment ils évoluent. Pierre Guillet, merci d'être avec nous, président d'Esion, qui est votre entreprise, président Île-de-France Ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et vous nous parlerez, parce que ça a été très médiatisé, de ce que vous avez fait en direction de détenus avec lesquels vous avez noué une véritable relation, j'allais presque d'amitié, de complicité, vous les avez sortis de l'ornière. Il y a Jésus, il y a Dany, ils sont toujours avec vous. Toujours. Ils sont toujours là, fidèles au poste, c'est le cas de le dire. On en parlera avec vous dans quelques instants, puis vous nous parlerez aussi de la complexité quand même d'être chef d'entreprise et d'avoir des collaborateurs. Vous dites collaborateurs, vous dites quoi? C'est pas des salariés, c'est des collaborateurs. C'est ça. C'est encore mieux. C'est mieux, c'est plus engageant. Oui. Avec nous, Alexandre Duval-Stala, bonjour, maître, avocat, professeur à Sciences Po, membre de la CNCDH, donc la Commission nationale consultatif des droits de l'homme. On oublie toujours le consultatif des droits de l'homme, président fondateur de l'association Lire pour en sortir. Vous êtes toujours engagé dans cette association dont vous nous avez parlé il y a presque un an. Toujours, tout à fait. Nous continuons et nous avons l'ambition de doubler en fait à la fois le nombre d'établissements dans lesquels nous intervenons et aussi le nombre de bénévoles qui interviennent d'ici 2024. C'est un peu nos JO à nous. Vos JO à vous. Là, les JO d'hiver, ce sera à Pékin, on est d'accord? C'était votre punchline du jour, en fait, ça, Alexandre. Non, c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. C'est ça, les avocats, vous savez. Ça sort. Ça sort comme ça. C'est le sophisme. Voilà. D'abord, je vais vous poser une question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le statut de ces salariés qui n'en sont pas tout à fait, leur évolution. D'abord, vous deux, Pierre Guillet, Alexandre Duval-Stala, pourquoi vous êtes engagés aussi profondément dans ce combat? J'utilise le mot combat parce que c'est un vrai combat. Pierre Guillet, pourquoi
Pourquoi l'homme, Pierre Guillet, je ne parle même pas du chef d'entreprise, pourquoi vous consacrez autant de temps de votre vie à cette question ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je fais partie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc l'homme m'intéresse au plus haut point, et pour moi, le détenu, c'est mon prochain, comme n'importe quel autre collaborateur. Et donc j'ai une entreprise qui est à quelques kilomètres de la prison de Poissy, et donc je me suis naturellement intéressé à des personnes dont auxquelles peu d'entrepreneurs s'intéressent. Mais vous ne me dites pas pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui s'engagent dans l'association sportive, dans un club de bridge, sans parler de caritatif. Vous avez décidé de vous engager sur ce sujet. Alors évidemment, il y a vos engagements chrétiens, mais c'est quand même un engagement profond. Oui, profond. Le fait déclencheur, ça a été un ami qui m'en a parlé. Je n'avais pas prémédité ce projet. Et puis petit à petit, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Parce qu'en fait, il y a peu d'entreprises qui s'y intéressent déjà. Donc, je trouvais intéressant de creuser ce sujet. Et puis, progressivement, la chose est devenue légitime dans l'entreprise en parlant avec mes collaborateurs. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était bien, que ça permettait de redonner une dignité à ces gens. Et en même temps, il y a une vraie raison économique, c'est qu'on leur donne un travail qui sert. Les produits sont vendus derrière, tout ce qu'ils fabriquent. Ce sont des composants qui servent en fait à fabriquer des systèmes de sécurité dans les parkings, notamment. D'accord. Et donc il y a une vraie utilité. Les produits qu'on leur confie sont complets. Et donc progressivement, j'ai compris que ça les changeait, ça les faisait retrouver une dignité, et on créait du lien avec eux, aussi bien pour moi, qui les vois de temps en temps, mais aussi pour tous les autres collaborateurs de l'entreprise qui les ont considérés comme faisant partie des salariés de l'entreprise. Moi, j'ai bien retenu qu'au début de l'émission, vous les appeliez collaborateurs. Mais ce n'est pas un mot creux pour vous. Non. Ça a du sens. Et eux-mêmes, d'ailleurs, se sentent, on y reviendra sur leur profil, se sentent de plus en plus collaborateurs. Parce que ça n'a pas été le cas au début, ça n'a pas été simple. Tout à fait. Votre engagement, parce que sur ces sujets aussi sensibles, où une société souvent très majoritaire fait en sorte de tourner la tête quand on le passe devant une prison et considère que ces femmes et hommes resteront toute leur vie derrière les barreaux, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils vont purger une peine et sortiront ensuite. Il y a des femmes, des hommes comme vous qui s'engagent. Quel est le moteur de votre engagement ? Je pense qu'il y a différentes manières de faire de la politique. Il y en a qui s'engagent dans les élections, puis il y en a qui font des choses concrètes. Et moi, j'ai toujours pensé que les associations faisaient de manière beaucoup plus concrète changer les choses que être député. Par exemple, je pense que si j'avais été député, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait avec Claire pour en sortir. Vous pensez ? Ah ouais, je pense que j'aurais été sur différents sujets, que j'aurais voté des lois, que j'aurais fait un certain nombre de choses, mais que je n'aurais pas pu porter sur du long terme un projet. Moi, j'ai connu 6 ou 7 directeurs d'administration pénitentiaire, ouais. Autant de ministres de la Justice, autant de conseillers dans les cabinets ministériels. Et moi, je n'ai commencé qu'en juillet 2014, c'est-à-dire depuis 7 ans. J'ai connu 6 ministres. C'est vrai. Ce qui montre bien qu'en fait, pour faire des choses sur du long terme, en fait, la politique a cette difficulté, c'est qu'elle est très temporaire. Les temps de mandat ou les temps d'administration. C'est des cours CDD pour parler emploi. C'est des cours CDD, et même l'administration, les chefs d'administration restent, et même les fonctionnaires de manière générale, restent entre 2 et 3 ans. Et c'est d'ailleurs un vrai souci parce que c'est une rotation en fait des effectifs qui ne permettent pas de porter des politiques publiques sur du long terme. Et d'ailleurs, tous les grands chefs d'administration que vous pourriez demander, depuis les préfets jusqu'au directeur d'administration, vous diront que c'est un vrai sujet, ça. Parce que ça modifie finalement les stratégies, la manière dont on aborde les sujets. Voilà. C'est parce que et vous êtes inamovible. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en fait, c'est extrêmement pratique. Et si vous avez des collaborateurs qui changent tous les 2 ans, si dans nos entreprises, moi j'ai un cabinet d'avocats, on devait changer tous les 2 ans nos collaborateurs, ce sera un vrai sujet et un vrai problème. Non mais excusez-moi d'être aussi abrupt, Alexandre Dubab-Salah, mais vous auriez pu être un champion de golf. Vous auriez pu vous éclater dans la voile. Alors comme Churchill, no sport. No sport et cigare par ailleurs. Voilà. Mais par ailleurs. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Je rejoins un peu l'engagement. Moi, j'étais engagé d'abord au Secours catholique. J'ai eu la chance d'être dans une famille qui s'est toujours engagée. D'abord dans la résistance, puis ensuite j'avais un grand-oncle qui a fondé un lycée professionnel dans les Alpes pour justement. Donc c'est l'ADN. J'ai pas beaucoup de mérite. C'est ma famille qui m'a porté dans cette aventure-là. Je vous pose la question à vous, le juriste.
depuis cette loi de mai 2021, est-ce que les choses ont vraiment changé? Parce que c'est vrai qu'on a vu des reportages, où c'est LCI notamment, mais pas que cette chaîne d'ailleurs, avait pointé du doigt d'abord la faiblesse des rémunérations et le fait que ces détenus n'étaient pas véritablement des salariés à part entière. Est-ce qu'aujourd'hui, après, on s'était vu il y a 8 mois, est-ce qu'aujourd'hui vous dites on a fait un pas incroyable puisque ces détenus peuvent bénéficier du droit au chômage, à la retraite, comme un salarié, je dirais, hors les murs, hors les barreaux? En fait, c'est une politique des petits pas. Il ne faut pas penser qu'on a des grands changements, des grands soirs tous les jours. Ce n'est pas vrai. Cette loi est une étape dont certains considéraient qu'elle n'était pas suffisante, d'autres, voilà. Vous la trouviez suffisante? Moi, je pense que c'est dans le bon sens. Bien évidemment, j'aurais préféré plus. J'aurais préféré un statut de salarié, j'aurais préféré des droits beaucoup plus importants. Mais déjà, on avance. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on pousse ces sujets-là, on avance. Et je pense que, en tout cas sur le long terme, c'est ma conviction, on ira vers plus de protection. Ce qu'il faut bien comprendre... Ils ont droit à quoi, là, aujourd'hui, concrètement? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait. Ah, d'accord. Donc, il faudrait de l'école, il faudrait de l'éducation, il faudrait de la culture et il faudrait de l'emploi. Et aujourd'hui, ce qu'on fait... Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus compliqué. Des entreprises comme Monsieur sont quand même extrêmement méritantes parce qu'en fait, c'est compliqué d'aller en prison. C'est pas du tout les mêmes temps de travail, c'est plus cher, c'est un vrai engagement. Puis vous rentrez pas dans la prison en poussant la porte en disant les gars, on fait les pièces. C'est un peu plus compliqué. Avant d'arriver à la pièce où il y a l'atelier de travail, c'est une demi-heure pour passer les sas. Mais je pense que quand on mettra les choses à l'endroit, c'est-à-dire quand on mettra au cœur de la réinsertion des personnes détenues, le travail, l'éducation, la culture, on aura fait le bon choix et non pas de les enfermer, de surtout leur rien donner et de penser qu'ils sont dans des prisons dorées, c'est pas le cas. Et qu'ils vont s'en sortir. Il faut insérer, voilà, c'est ça. Surtout que la plupart, c'est 70% des personnes qui sont en détention sont là pour des moins de 3 ans pour des faits de violence, de vol et ou de stupéfiants. Absolument. Voilà. Donc vraiment des incivilités qui sont le fait de problèmes à la fois éducatifs, sociaux, culturels. Bon. Et si on investissait, moi je suis persuadé que si on construisait des prisons différentes, c'est-à-dire si on mettait dans ces prisons-là des entreprises, de l'éducation, un écosystème, où on rentrerait en un quart d'heure et on sortirait en un quart d'heure, ça changerait tout. Et je pense qu'on aurait des taux de récidive beaucoup moindres qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que quand même, évidemment, le taux d'échec, c'est 68%. Il est colossal. Si on avait au bac un taux d'échec de 68%, non seulement le ministre aurait changé depuis bien longtemps, mais surtout on aurait changé le système. Or, aujourd'hui, on reste avec un système qui crée en fait de la récidive. Alexandre, c'est intéressant parce que vous remettez, comme un certain nombre d'acteurs de ce sujet, en question même l'organisation de la prison, c'est-à-dire la façon dont elle est construite, la façon dont elle est structurée pour enfermer, qui est un débat philosophique. Pierre Guillet, vous confirmez que vous mettez un peu plus de temps à rentrer, je ne sais pas, à la maison d'arrêt de Poissy ou la centrale de Poissy que quand vous rentrez dans votre entreprise. Oui. Vous ne montrez pas de blanche, hein, et pourtant on vous connaît dans la prison. Oui. On sait qui vous êtes. Quelle est votre structure philosophique sur cette question par rapport à ce qu'évoque Alexandre? Quand vous y êtes de plein pied en prison, il y a peu de gens qui sont entrés en prison, à part les journalistes, j'y suis entré plusieurs fois. C'est quand même un univers très particulier, la prison. Ces bruits de porte, ces bruits de clés, ou ces portes électroniques, ces matons, ces regards, ces cris qu'on entend parfois. C'est un lieu très particulier, la prison. C'est clair, c'est un lieu très particulier. Pour revenir sur le contrat. Le droit. Le droit. Bon, moi je ne suis pas juriste. Je pense que je suis chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que moins on en a, mieux ça vaut. Il faut simplifier les codes, il faut simplifier les textes. Il faut faire des choses structurées, légères, qui définissent un cadre, mais pas plus. Puisqu'on est sur... Ouais. Vous, chef d'entreprise, bulletin de paie, pas bulletin de paie, comment on fait avec les salariés? Aujourd'hui, je n'ai pas de contrat avec le salarié, j'ai un contrat avec la maison centrale. Donc je n'ai pas de lien. Même de subordination d'ailleurs. Non, j'ai pas de lien contractuel. Bah oui. On s'appelle collaborateur et je l'appelle collaborateur, il m'appelle patron, mais on n'a pas de lien. Votre patron, c'est la centrale de Poissy. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un contrat de prestation de service avec la maison centrale qui, elle, a un accord avec le détenu. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose de créer ce lien tripartite entre les trois personnes physiques et morales. C'est bien. Pour faire un peu d'humour, Pierre, vous ne faites pas d'entretien annuel, puisque vous savez, il y a les entretiens annuels, il n'y a pas d'entretien annuel avec les collaborateurs détenus. Non, mais je veux dire, pour faire un bilan professionnel, pour lui dire, écoute, ça fait 1 an qu'on est ensemble, tu as bien bossé, tu n'as pas travaillé assez vite, tu n'étais pas dans les cadences. Là aussi, vision un peu française. C'est un sujet quand même. L'entretien annuel dans une entreprise,
c'est toutes les semaines, c'est tous les mois qu'il Ah faut ouais le faire. Oui, bien sûr. Si on a des rapports normaux avec ses collaborateurs, C'est pas au bout d'un an déjà. on doit faire le point régulièrement. Il n'y a pas besoin d'avoir un cadre pour nous obliger à le faire. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur les cotisations, c'est presque pas mon sujet parce que je dirais que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On commence à vouloir mettre en place tout un système avec plein d'avantages, avec plein. Mais déjà, il faudrait peut-être s'intéresser au fait qu'on donne envie aux entrepreneurs d'aller donner du travail à la base, et qu'on donne envie aux détenus de se réinsérer par le travail. Parce que moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réinsertion et on parle beaucoup de réinsertion après la sortie de prison. Oui. Je pense que Mais ça se passe dedans. C'est dedans. Bah oui. Il faut commencer dès le premier jour de l'incarcération à mettre les gens au travail. Ce qui n'est pas le cas. On va leur occuper les mains, mais on va aussi leur occuper l'esprit. Bien sûr. Et monsieur disait tout à l'heure, parlera peut-être tout à l'heure de la lecture, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui méritent qu'on s'intéresse à leur situation. Sinon, on met tout sous cloche, on dit « je m'en occupe pas, l'État s'en occupe », et puis quand ils sortent, là, il nous explose le visage. Exactement, et ça coûte très très cher à la société, donc c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État, au travers du ministère de la Justice, donne envie aux entrepreneurs de s'investir dans les prisons. Et pour ça, il faut simplifier les choses. Ça passe aussi peut-être par la création, alors c'était presque une utopie ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, mais la création d'une véritable prison écosystème. Mais exactement. Un peu sur les modèles nordiques finalement, un peu sur ce modèle plus ouvert. Et bien sûr. Mais on n'y va pas là. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. Il faut bien comprendre, c'est ce que vous le faites tous les jours dans votre émission, c'est que vous expliquez comment aujourd'hui on gère les relations sociales, les relations du travail, tout ça. C'est pour ça que j'ai amené l'entretien annuel. Et donc, je veux dire, si on appliquait les mêmes méthodes aux personnes détenues, parce qu'on a l'impression que les personnes détenues, c'est comme s'ils étaient en dehors de la société. Ah oui, mais elles travaillaient parfois avant. Hein. Généralement, le temps d'incarcération en France, c'est 8 mois. Donc c'est quelqu'un qui va passer en prison 8 mois. Donc c'est pas un déchet de la société, c'est pas un affreux Et de la passage. société. Et les gens qui sont à perpétuité, c'est 1% des gens qui sont en détention. Donc c'est vraiment pas ces sujets-là. Pour les gens qui sont condamnés à perpétuité, c'est d'autres sujets, c'est des longues peines, la question se pose pas puisqu'ils seront pas libérés avant 30 ou 40 ans. Mais en revanche, tous ceux qui passent que 8 mois en prison, qui sont des vraies ruptures, eux, ils ont besoin effectivement de se dire, moi j'ai besoin d'un bilan de compétences, j'ai besoin qu'on puisse avoir qu'est-ce que vous répond le ministère ? Quelle formation je peux faire ? Qu'est-ce que vous répond le ministère ? C'est une question fondamentale que vous soulevez. C'est-à-dire leur donner les moyens. Parfois, ils rentrent en prison sans avoir jamais travaillé, en n'ayant fait que des larcins ou du trafic. Si l'entreprise rentre dans la prison, vous dites, c'est peut-être l'occasion de leur mettre le pied à l'étrier pour la première fois. C'est ça que vous dites. Je vais vous dire, il y a d'un côté le discours politique qui est de dire de manière non officielle, vous savez, c'est pas très vendeur dans l'opinion publique. Ah non. Donc on n'ose pas trop faire des choses. Et puis de manière officielle, c'est de dire de toute manière, ils méritent ce qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit encore beaucoup plus dur. On voit très bien que cette politique a échoué. Et de l'autre côté, vous avez l'administration, où vous avez à la fois des gens, notamment localement, qui sont extrêmement investis, qui se battent pour trouver des gens comme Pierre Guillet, qui sont vraiment très volontaires pour essayer de faire bouger, notamment des CEPIP, des SPIP. Et vous avez aussi, parce que je l'ai rencontré récemment, le directeur de l'administration, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, mais son prédécesseur était pareil, qui sont extrêmement volontaires. Mais il y a effectivement aujourd'hui un blocage qui est le blocage politique. C'est que tant que nous ne ferons pas notre révolution culturelle sur la prison, qui est de dire ce sont des gens comme vous et moi qui vont passer 8 mois en détention, eh bien il faut faire en sorte que quand ils ressortent, ils aient les moyens d'avoir une autre vie que celle qui les a conduits en prison. Les politiques ne s'emparent pas de ce sujet de cette manière, en tout cas, et le traitent d'une manière très idéologique et électoralement. Et on est en plein dedans, évidemment, avec... Pendant encore 9 mois, on va supporter ça. Pierre Guillet, là, c'est un sujet fondamental. Ils sont à 780 €. Je crois que Dany est à 780. Jésus aussi. Alors, vos deux... J'ai le taux horaire en tête. J'ai pas le montant du salaire mensuel, tout simplement parce que le temps de travail hebdomadaire... C'est pas du tout le même. Varie toutes les semaines parce qu'ils viennent pas forcément ils viennent un peu quand ils veulent. Hein. Donc, et ils sont sollicités par l'administration pour répondre aussi à des études, à des questionnaires, etc. Donc en fait, on n'a pas 35 heures de travail par semaine, savoir. Et puis vous pouvez pas leur passer un coup de fil pour lui dire, dites Dany, tu es où là concrètement? T'es pas à l'atelier, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination. Non, mais il y a un côté positif là-dedans. C'est qu'en fait, comme on n'est pas tout le temps derrière eux,
ils ont à résoudre les problèmes par eux-mêmes. C'est vrai. C'est pour ça que c'est bien quand ils sont deux, quand les problèmes se Ouais, posent. vous le Donc, ça leur racontiez, permet de réfléchir. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal et ça les fait progresser. Sur le niveau d'études, on a ces chiffres qui sont assez intéressants et assez éloquents d'ailleurs. 5,4% de ceux qui étaient écroués au deuxième trimestre 2021, 5,4% avaient un niveau supérieur au bac. 8,7% ont le bac et 67%, donc la grande majorité, ont un niveau inférieur au bac. Il y a quand même, et c'est le cas de vos collaborateurs, c'est des gens qui ont fait peu d'études, qui ont eu des vies cabossées, qui ont vécu dans les larcins, les cambriolages, le vol, dans un univers clos. Et si la prison était aussi un moyen de leur donner accès à des diplômes? Alors, moi, je dirais pas un diplôme, à l'apprentissage. L'apprentissage d'une compétence. Manuel, d'une compétence. Exactement. Mais oui. Quelle qu'elle soit, pas bien forcément sanctionnée par un diplôme, mais l'apprentissage d'un métier qui va leur redonner du sens et qui va leur permettre, après, de faire quelque chose de leur vie. Vous avez le chiffre de la centrale de Poissy, vous avez ces deux collaborateurs d'Annie Jésus. Il y a combien de détenus qui travaillent à Poissy? Peu avec des entreprises. Il y en a qui travaillent pour le compte de la prison. Ouais. Donc ils s'occupent de la cuisine, voilà. Exactement. Voilà. Moi, je ne sais pas quelle est votre expérience de cela, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tentatives de travaux de labeur. C'est-à-dire, on donnait aux détenus du travail répétitif. C'est le film américain, quoi. Les chaînes et on casse des cailloux. Ouais. Ok. Et je pense que c'est exactement l'inverse. Il faut élever le niveau de complexité pour les amener à réfléchir, pour les amener Et les faire grandir. à faire un effort. Et même si les progrès sont lents, tous les jours, ils progressent un petit peu, tous les jours. Donc c'est pour ça Il faut du dévouement, hein, Pierre Guillet. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui se... Un petit peu quand même, hein. Ça revient à ma première parce question. que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que vous pouvez accompagner des personnes détenues, mais ils sont tellement cabossés par la vie qu'il y a des risques que ça ne marche pas. C'est pas linéaire. Comme quand vous avez des gens qui sont peu formés dans les entreprises, voilà, ils respectent peut-être pas forcément toujours les heures de travail, c'est toujours compliqué. Donc c'est vrai que c'est des engagements qui sont assez forts. Oui. Pour rester sur le sujet du jour, parce que Dany et Jésus se sont intégrés à l'entreprise, même ils ne viennent pas tout le temps, mais vous les tenez dans cette relation de confiance, et j'allais dire presque d'amitié, qui s'est nouée. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour aller plus loin? Vous dites, cette loi, elle est sympa, mais on peut aller plus loin. Droit chômage, droit retraite, accès ou pas lorsqu'ils travaillent? Moi, je pense qu'il faut repenser notre modèle carcéral pour les petites peines. C'est-à-dire les courtes peines de moins de 3 ans. Mais on les met avec tout le monde? Ouais, moi je suis pour les prisons où en fait il n'y a qu'une porte. C'est-à-dire parce que moi je suis persuadé que le type qui a volé un portable, s'il doit s'évader, il n'ira pas en cavale très très longtemps, il sera forcément repris. Donc la sécurité doit être pas la priorité dans ce modèle. Je ne parle pas encore des longues peines ou des c'est autre chose. Je parle vraiment des petites incivilités de ceux qui sont là pour un temps de... Une comparution directe, bim, il prend 8 mois, donc ça, évidemment... bim, il prend 8 mois, il est tout de suite pris en charge par un conseiller emploi, par un éducateur. Ce qui n'existe pas. Qui n'existe pas, non. On est d'accord. Ça serait bien. Ça voudrait dire d'avoir des moyens supplémentaires, ça voudrait dire... Et une réflexion différente. Moi, par exemple, j'ai 200 bénévoles. Avec Lire pour en sortir, où on fait effectivement de la réinsertion par la lecture, on offre des livres, ils ont un programme personnalisé de lecture, on fait des rencontres culturelles. 200 bénévoles. Vous imaginez si l'État devait embaucher 200 personnes pour faire ce que nous faisons, l'État n'a plus les moyens de faire ça. Donc il n'y a que la société civile qui prend le relais, et donc vous imaginez bien que si nous devions faire ça de manière différente, il faudrait repenser en fait le rôle des uns et des autres. Donc peut-être moins de surveillants et plus d'éducateurs, plus de conseillers emploi. Et ça, moi, je suis persuadé Surveiller que ça marcherait. et punir de Foucault. Enfin, il y a quand même ce rapport de l'idée que si on met plus d'éducatif, eh bien, il y a moins de répressif, quoi. La prison, c'est la variable d'ajustement des échecs des politiques publiques. Et donc, ça demande d'autant plus d'investissement que les politiques publiques ont échoué. Donc, ça demande effectivement d'avoir, par exemple, un conseiller emploi, pas pour 200 personnes, mais pour avoir 15 personnes, parce que ça nécessite effectivement un vrai travail particulier. Et ce qui ne se fait pas depuis 50 ans. C'est-à-dire que les détenus sortent comme ça, le visage au vent, avec leur petite sacoche et avec 20 euros en poche. Je suis optimiste parce que je pense que c'est désormais, je veux dire, encore une fois, à part le blocage politique, aujourd'hui, tout l'administration... Idéologique, je m'autorise. Idéologique. L'administration, toutes les associations, tous ceux qui travaillent... Tout le monde est d'accord sur ce sujet. Extrêmement convaincus. Je veux dire, il n'y a même plus de débat aujourd'hui là-dessus. Mais Pierre Guillet, Dany Jésus,
entrepreneur chrétien, c'est intéressant. Enfin, c'était une sorte de clin d'œil. Je crois que c'est un article du Monde qui révèle, qui fait ce petit jeu de mots avec Jésus. Au-delà de l'anecdote. Oui, parce que je m'appelle Pierre. Pierre, exactement. Voilà, c'était vraiment, vous avez trouvé votre vocation, Pierre. C'était bien trouvé. Je cherche un Jésus à la Poissy. Concrètement, ces détenus, c'était des longues peines, Dany et les deux. Est-ce qu'ils ont, à travers le travail qu'ils ont accompli et la technique qu'ils ont acquise, est-ce qu'ils ont un espoir comme ça de l'après? Ou est-ce qu'ils sont dans l'idée que de toute façon, ils termineront leur jour parce que l'histoire de Dany, il en a fait un livre que j'ai lu d'ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est une course folle et incroyable vie qu'a bossé, de rebond, de possibilité de revenir dans la vraie vie et puis finalement de chute. C'est un type bien, j'ai presque envie de dire. Oui, il assume tout, Dany, dans son livre. Complètement. C'est difficile de se projeter. Et je pense que dans ma situation, je m'attache à leur donner un environnement favorable. Et après, j'espère, et la directrice de la prison m'en avait parlé, j'espère que progressivement, on arrive à gommer des sautes d'humeur que ces 20 ans d'incarcération ont pu... Qui cabossent violemment aussi. Exactement. Donc, c'est quoi son espoir? C'est de continuer à travailler chez vous? C'est de continuer à toucher son petit pécule qui n'est pas un salaire? Qu'est-ce que ça lui a redonné comme sens à Dany et à Jésus, de travailler avec vous? Je pense qu'on retrouve de la dignité par le travail. Aujourd'hui, on considère dans beaucoup de pays que le travail n'a plus de sens, qu'il faut donner de l'argent pour pouvoir s'occuper sans forcément travailler, sans forcément participer à la société. Je pense qu'en leur redonnant cette dignité par le travail, progressivement, on change leur vie au quotidien. Et donc, peut-être que quand ils sortiront, et je pense qu'ils sortiront un jour, eh bien, ils seront mieux préparés à se réintégrer dans la vie. Se réinsérer, mais se réintégrer dans la vie. C'est quand on a été enfermé pendant 20-25 ans, voire 30 ans, il y a un vrai choc culturel quand on retrouve un environnement... Donc, on quittait le téléphone bakélite, on retrouve... Moi, je n'ai pas de recette miracle. Ce que je sais faire, c'est les occuper intelligemment, utilement, parce que tout ce qu'ils font sert après à l'économie. Oui, c'est à votre entreprise. Mais Pierre Guillet, qu'est-ce qui a changé chez eux? Avant de donner la parole à Alexandre pour son association, mais qu'est-ce qui a changé? Stabilité. Une attitude plus posée? Au dire de la surveillance de la prison, une stabilité. Ils partent plus en vrille. Ils partent plus en vrille. Donc ça, une stabilité. Après, je pense que même si le pécule est modeste, en fait, c'est un peu comme dans l'apprentissage. Ils ne sont pas là pour faire fortune. Ils sont là. Ils cagnotent un peu, quoi. Ils sont là pour. Voilà. Ils ont quand même. Ça leur permet d'améliorer leur ordinaire. Bah oui, bien sûr. Ils ont souvent des familles, donc ils envoient un peu d'argent des familles. Et puis après, il y a des parties civiles à dédommager. Exact. Donc en fait, quand ils reviennent après dans la vie civile, ils ont des dettes. Et puis, Dany a une fille à qui il a tout donné, et à qui il a même offert une école à Londres pour qu'elle ait une réussite. Et elle l'a d'ailleurs, sa réussite. Sa fille a très bien réussi dans la vie, me semble-t-il. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc pour lui, c'est sa victoire. Avant de nous quitter, Alexandre, vous évoquiez l'éducatif. On parlait d'entreprise, mais vous avez démarré par le bâti, l'éducatif. Lire pour en sortir. Quel message vous allez faire passer? Des bénévoles? Vous cherchez des livres? Vous cherchez des écrivains pour pouvoir raconter leurs livres? Alors, le message, c'est surtout qu'il faut que collectivement, nous changions le regard sur la prison. Comme le disait très justement Pierre, le livre, c'est pas les mots, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une discrimination, une inégalité avec les mots. Moins vous avez de vocabulaire, moins vous avez la chance de pouvoir vous réinsérer dans la société. Plus vous avez de vocabulaire, mieux vous vous défendez, mieux vous vous exprimez. Et donc, le message, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est là au service, d'une certaine manière, de la société. C'est de dire, voilà, nous faisons fausse route en ayant ce système tout carcéral. Et je ne pense pas être un naïf, je ne pense pas que Pierre non plus le soit. Je pense que réellement, sur le terrain, nous avons démontré que ce que nous faisons à une petite échelle a de vrais impacts. Moi, ceux qui sont dans mon programme, pareil, ils sont beaucoup plus sereins, atmosphère beaucoup plus détendue en prison. Ils ont envie de sortir du tunnel dans lequel ils sont insérés, enfermés. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est positif à tout point de vue. Et donc, je pense que si effectivement, il y a un message à faire passer, c'est que
il y a au moins, je pense, un tiers des gens qui sont en détention, c'est-à-dire il y a 70 000 personnes, il y en a au moins un tiers qu'on pourrait remettre dans la société et qui seraient là, non pas pour commettre des délits, mais au contraire pour travailler, pour s'épanouir et pour grandir, avoir, au sens comme philosophique. disait Romain Gary, la vie devant soi. La vie devant soi, ça sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur ce plateau. Pas passer le bonjour à Dany, puisque j'ai lu son livre et j'ai beaucoup aimé son histoire qui est à la fois tragique et belle. Merci Pierre Guillet, président d'Esion. Donc ce sont des petits capteurs qui détectent la fumée, notamment dans les parkings. C'est là-dessus que travaillent Dany et Jésus, et président Île-de-France-Ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci Alexandre Duval-Stala. Je commence par l'association Lire pour en sortir, parce que c'est aussi un grand engagement. Vous êtes avocat, professeur à Sciences Po et membre de la CNCDH. Merci à vous deux, et c'est important d'en parler sur des plateaux de télévision pour peut-être changer le regard. Ça sert à ça, les médias. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on change de sujet, on s'intéresse à l'industrie, encore que c'est pas très loin des métiers de l'industrie. C'est un démarrage assez mou que fait l'industrie. On nous parle de la reprise, mais l'industrie a des pénuries. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, et on parle du secteur de l'industrie. Alors comment se passe la reprise dans le secteur de l'industrie? On va en parler avec Émilie Bourgoin-Maxence. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Associé au cabinet Staton Wallace, vous venez régulièrement, vous et vos associés sur le plateau. D'abord un petit point focus, parce que on n'est plus vraiment dans la rentrée, mais c'est vrai qu'on a quelques indicateurs. Ça se passe comment dans l'industrie cette rentrée? Oui, alors l'industrie crée autant d'emplois qu'elle a pu en détruire. C'est une industrie qui se transforme, qui foisonne de projets, qui a été fragilisée par la crise, mais qui, cela dit, a réussi à produire coûte que coûte, et donc par l'industrie du futur, à nous amener à des nouvelles formes d'emploi, quasiment à tout niveau de formation. Alors vous me faites la bascule, parce que quand on parle d'industrie, on voit des usines avec du cambouis, des grosses machines. En fait, c'est de moins en moins ça, l'industrie. Ce sont des matériaux particuliers, des machines particulières, donc des métiers particuliers. Absolument. En fait, l'industrie innove. Pour innover, elle recrute des ingénieurs, et des ingénieurs notamment en R&D, effectivement en manufacturing, mais aussi en électronique de pointe, comme l'électrique, l'électronique, tout ce qui est système embarqué. Et effectivement, de fait, des profils d'ingénieurs très capés, très sollicités, est très convoité sur le marché. Oui, c'est le mouton à 5 pattes. Il y en a un pour 20 industries, parce que c'est des métiers de la tech, c'est des gens qui sont des développeurs, sûrement, j'imagine. Absolument, 80 000 effectivement emplois non pourvus encore dans la tech aujourd'hui, selon les chiffres 2019-2020. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites chez Staton Wallace, parce que il y a un débat en France sur l'industrie. On nous dit mais l'industrie c'est fini, on est un pays du tertiaire, du tourisme. Il y a encore de l'industrie en France, on ne le dit pas assez. Mais il y a beaucoup d'industries en France, et c'est une industrie qui se transforme, donc qui travaille sur des enjeux de compétitivité, d'investissement, sur l'industrie du futur, qui est un pilier de la relance du gouvernement, pour rendre l'usine intelligible et intelligente. Et donc, c'est des enjeux et des nouveaux moyens qui se développent, tant humains que numériques que technologiques. Est-ce que vous sentez qu'il y a un retour de notre industrie ici sur le territoire? Parce que la crise Covid nous a fait prendre conscience de notre dépendance à l'Asie. Et j'ai le sentiment que certaines industries se disent on va quand même rapatrier des outils de production chez nous. Absolument. Il y a une relocalisation d'activités. Il y a aussi une décarbonisation des usines. Il y a aussi donc ce plan de relance sur l'industrie du futur qui permet d'ouvrir de nouveaux emplois. L'industrie 4.0, c'est une industrie de l'humain qui va bien au-delà des nouvelles technologies et qui ouvre aussi la 4e ère industrielle, la révolution industrielle, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est l'industrie high-tech. Deux sujets qui vous tiennent à cœur et dont on parle aussi beaucoup sur ce plateau, la place des femmes. Alors, il y a des secteurs, on le sait, la tech, où les femmes sont sous-représentées, parce que dans les formations de tech, c'est surtout des garçons. Là aussi, sur l'industrie, vous dites... Les femmes sont un peu sous-représentées. Spontanément, les ingénieurs sont plutôt garçons. Oui, alors c'est un vivier qui a consolidé effectivement, qui est en marche déjà. On sait qu'à horizon 2022, selon le rapport des métiers, la part des femmes augmentera de 32%, versus il y a 10 ans quand même de 22% en 2012. Donc effectivement, on voit une belle évolution. Maintenant, ce n'est pas encore un ancrage total. Et donc, il y a une sensibilisation de par les écoles dès le démarrage auprès des jeunes femmes. Et puis, une sensibilisation par du mentoring, peut-être de femme à femme en entreprise, une sensibilisation
sensibilisation par la présentation dans nos shortlists, notamment de candidates, autant que de candidats. Et puis du coaching, notamment sur du leadership au féminin, qui peut être intéressante, et l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est cher aux femmes, mais aussi aux hommes. Et de plus en plus aux hommes qui, la crise Covid aidant, leur a fait prendre conscience qu'on pouvait aussi tenter d'harmoniser sa vie. Les femmes, vous dites coaching, mentoring, mais est-ce que la source ne vient pas du fait que les femmes n'ont pas spécialement envie d'aller dans l'industrie ? Est-ce qu'il ne faut pas leur donner envie aussi de leur montrer ces entreprises qui sont plus ces entreprises, je le disais, sombres, bruyantes Non, il y a des nouveaux métiers dans les entreprises industrielles, dans toutes les filières, que ce soit en métallurgie, en industrie de bois, en agroalimentaire, en chimie, en pharmaceutique. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent. C'est l'industrie, bien sûr. C'est l'industrie, et y compris effectivement une sensibilisation, encore une fois, aux sciences dures. Il y a peu de femmes qui sont formées aux sciences dures. Effectivement, on a des ingénieurs très techniques. Or, il y a beaucoup d'emplois dans ce monde-là et qui est en constante évolution. Donc, c'est une entreprise et une industrie qui est très intéressante à travailler en totale innovation. Alors, un sujet qui vous tient très à cœur et sur lequel, là, il n'y a pas de solution, mais en tout cas un constat inquiétant, c'est la cybercriminalité versus cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a vu des administrations, les hôpitaux, on a vu des ministères, on a vu des entreprises stratégiques, mais les industries sont, elles aussi, attaquées. On leur pique leurs données. Oui, nouvelle forme de travail, donc effectivement attaque potentielle des entreprises, cybermenaces, qui voient émerger de plus en plus des profils de cybersécurité, des responsables de la sécurité, des réponses aux incidents, etc., qui sont des très convoités sur le marché et qui sont des profils d'experts, des sachants, pour effectivement anticiper ces menaces et liées aussi au travail qui se fait maintenant pas mal à distance. Effectivement, donc vous nous dites en creux que ce sont des postes très recherchés, parce que les industries ont pris conscience elles étaient un peu en retard sur ces sujets, qu'elles devaient s'armer. Elles devaient s'armer absolument, y compris dans le monde aéronautique et de la défense, un monde qui a été sacrément percuté, chahuté par la crise, et qui, cela dit, continue par milliers à recruter ces profils-là, mais pas que cela, en data, en IT, en digital, au-delà des profils plus classiques, entre guillemets, des filières industrielles. Pour se résumer, par rapport à le regard que vous portez sur cette rentrée, est-ce qu'on peut dire que la rentrée est quand même plutôt porteuse dans l'industrie et qu'elle est source de recrutement ? Oui, elle foisonne. La rentrée, sur ce point-là et sur le prisme de l'industrie, elle offre beaucoup de projets, elle offre beaucoup d'emplois, et donc effectivement, c'est un secteur qu'il faut regarder de près et qui est surtout en totale transformation. Ne tournez donc pas le dos à l'industrie, Absolument. parce que c'est ce que vous nous dites, et notamment les femmes qui, elles aussi, ont toute leur place à prendre dans l'industrie. Merci Émilie Bourgoin-Maxence, associée au cabinet Staton Wallach. Je trouve que c'est toujours un très joli mot. Absolument. Ce mot est très chantant. Vous revenez nous voir quand vous le souhaitez, évidemment, pour nous faire des focus sur des secteurs d'activité différents. Là, aujourd'hui, il était question de l'industrie. Merci. Avec grand plaisir. À très très bientôt. Merci. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Je remercie Hector à la réalisation. Je remercie Saïd pour le son. Et je remercie Fanny Griesmer, évidemment, et Margot Ruot. D'ici là, restez évidemment fidèles à nos programmes. Portez-vous bien. Je serai là demain, rassurez-vous. Bye bye.